Peu d'insectes nous fascinent autant qu'elles, que l'on dit religieuses, mais que l'on sait cannibales. C'est d'ailleurs pour se défendre du meurtre de son partenaire que la menthe religieuse comparaît aujourd'hui. Alors même si les preuves paraissent accablantes, vous aurez besoin de toute son histoire pour la juger. Les menthes sont des insectes appartenant à l'ordre des menthoptères qui compte dans le monde environ 2500 espèces, dont une dizaine sont présentes en métropole. Certaines menthes ressemblent à des fleurs, des bâtons, des écorces, des célébrités au Met Gala. La menthe religieuse, elle, ressemble à une herbe et c'est déjà bien. Avec ses 7 à 8 cm, plutôt 4 à 5 pour le mâle, la menthe religieuse est la plus grande et de loin la plus fréquente des menthes françaises. Et c'est aussi la seule à s'être implantée dans la moitié nord du pays. Pour la différencier des autres espèces, vous aurez besoin de regarder à la base des pattes avant. On y trouve 7 taches noires, parfois avec un rond blanc au milieu comme un œil, qu'elle exhibe quand elle se sent en danger pour dissuader ses prédateurs. Ces pattes, qu'elle tient en position de prière au repos, lui ont valu le nom Mantis religiosa, qu'on peut traduire par la prophétesse pieuse ou la devineresse religieuse. Ces pattes modifiées, que l'on appelle ravisseuses parce qu'elles permettent d'attraper des proies, sont un des attributs les plus remarquables de son anatomie. Je vais vous montrer des illustrations de ce formidable bouquin dont je considère l'auteur comme un ami puisqu'il a répondu à mes DM sur Messenger en 2022. Vous avez ici la comparaison entre une patte ambulatoire, c'est-à-dire qui sert à marcher, et une des pattes ravisseuses. Le fémur et le tibia de cette patte modifiée ressemblent à un piège à loup ultra sophistiqué, et la plus grosse des épines de ce piège se situe au bout du tibia. La menthe s'en sert de harpon. Elle peut dégager ce harpon en repliant les tarses sur le côté, et quand le piège se referme, la proie est projetée sur les épines acérées des fémurs. Tout ça se passe en une fraction de seconde, ce qui ne laisse aucune chance aux proies d'échapper au piège. Une fois attrapées, elles seront conduites aux mandibules, puis dévorées. Les menthes repèrent leur proie de très loin et presque à 360 degrés grâce à la grande mobilité de leur tête et leur excellente vision. Elles font partie des insectes qui vous voient avant que vous les voyiez. La nuit, leurs yeux s'assombrissent pour leur permettre d'absorber plus de lumière, et ils se rééclaircissent le matin venu. Un truc remarquable chez les menthes, c'est qu'on a l'impression qu'elles nous suivent toujours du regard, où qu'on aille. C'est lié à un phénomène optique qu'on appelle l'effet de pseudo-pupille. Pour le comprendre, il faut savoir que les yeux de la menthe sont composés de plein de petites structures allongées que l'on appelle les omatidies. Imaginez que ces omatidies sont comme des pailles posées sur une zone sombre. Pour voir cette zone sombre, il faut être pile en face de la paille, sinon on voit les côtés de la paille qui sont plus clairs. C'est pareil avec les yeux des menthes. Où qu'on se place, il y a toujours un endroit sur l'œil où on regarde pile dans l'axe d'une omatidie, donc elle nous apparaît noire alors que les autres réfléchissent la lumière. Résultat, ce point, qui n'existe pas vraiment sur l'œil, semble nous suivre. Parmi ces autres caractéristiques anatomiques, notons que la menthe a une oreille. Elle est située sous son abdomen et elle lui permet d'entendre les ultrasons et donc d'échapper entre autres aux chauves-souris. J'ai eu la chance de pouvoir la filmer en vrai cet été. Une deuxième particularité est ce peigne fémoral qui lui permet de se nettoyer les yeux. Les menthes sont très propres, elles passent une bonne partie de la journée à se nettoyer les pattes et la tête. Quand on n'a pas de paupières et qu'on n'a que la vue pour se nourrir, on a intérêt de garder ses yeux impeccables. Mantis religiosa a une couleur variable entre le brun, le vert et le jaune. En fait, la plupart des menthes peuvent changer de couleur pour s'adapter à leur environnement. Ici par exemple, ce sont deux sœurs qui étaient de la même couleur à la naissance, mais qu'on a maintenues sur des supports différents. Celle maintenue sur le support vert a viré au vert, alors que celle sur le support rose a viré au rose. Mais le changement de couleur prend beaucoup de temps et il intervient souvent après une mue. Donc après la dernière mue, une fois adulte, la couleur est souvent fixée. Dans les années 1900, la menthe religieuse a été introduite sur le territoire nord-américain pour réguler les ravageurs de culture. Et d'ailleurs, on peut encore aujourd'hui les trouver en vente dans ce but pour 25 $ le high-tech, sans garantie qu'elle éclose. Sauf qu'on sait aujourd'hui que les menthes ne font pas de bons régulateurs du tout. Certes, elles peuvent manger quelques insectes indésirables aux cultures, mais elles ont un régime alimentaire très varié et pas du tout spécifique. Les menthes mangent tout ce qui bouge et tout ce qu'elles voient. Donc sur 10 proies, il peut y avoir des ravageurs potentiels, disons un criquet et une chenille, mais aussi 4 abeilles, une araignée, 2 mouches et un papillon. Donc c'est comme lâcher des chiens en ville pour espérer qu'ils mangent que les rats. Ce serait leur accorder beaucoup trop de confiance. En raison de leur voracité, les menthes se retrouvent dans les zones assez riches en proies pour contenter leur appétit, avec une préférence pour les milieux ouverts et les biotopes qui alternent prairies et buissons épineux de la famille des rosacées. Et on peut trouver les adultes tout l'été, de juillet à septembre. Le signe qu'une menthe est arrivée au stade adulte, c'est la présence des ailes. Mâles et femelles en ont, mais si lui s'en sert allègrement, la corpulence de la femelle l'empêche de bien voler. Par rapport à sa réputation de mangeuse d'hommes, ma cliente aimerait vous dire que ça peut lui arriver, mais que c'est bien plus rare que ce qu'on croit. En fait, les mâles s'en sortent même très fréquemment. Les femelles sont pas toujours agressives avec eux, et ils ont développé des techniques pour éviter la mort. Une approche
très prudentes et la fuite en s'envolant ou en se laissant tomber dès que leurs affaires sont finies. Une étude de terrain menée au Portugal à la fin des années 80 a mesuré un taux de cannibalisme sexuel de 31% en conditions naturelles pour Mantis religiosa. Et on entend de tout sur les raisons de ce cannibalisme. Voici les 4 hypothèses principales. Mais en fait, il n'y en a qu'une qui tient vraiment la route pour Mantis religiosa, c'est la stratégie alimentaire adaptative, qui dit en gros, si le mâle est plus utile comme repas que comme reproducteur, il est mangé. Ça explique pourquoi le cannibalisme augmente quand les femelles sont affamées ou en mauvaise condition. Manger un mâle quand elle se sent en petite forme lui permet d'améliorer la qualité de sa ponte avec le prochain mâle. Les 3 autres hypothèses ont soit été réfutées, soit sont purement spéculatives. Mais l'an dernier, un chercheur allemand a proposé une nouvelle piste très prometteuse. Le cannibalisme pourrait être dans certains cas une forme de résistance active des femelles pour éviter des accouplements trop coûteux ou inutiles. Ce serait une stratégie évolutive en réponse à un conflit entre les intérêts des deux sexes. Après ces joyeusetés, la femelle cherchera un support solide pour y déposer entre 200 et 300 œufs protégés dans une oothèque, une sorte d'emballage isolant et protecteur que la menthe fabrique en même temps qu'elle pond et qui ressemble en tout point à de la mousse expansive. En séchant, ça devient très solide et ça assure aux œufs de pouvoir passer l'hiver, ce qui est crucial parce que toutes les menthes adultes vont mourir au plus tard, à la fin de l'automne. En mai-juin de l'année suivante, les œufs éclosent et les petits sortent de l'oothèque. Ils ressemblent à des adultes miniatures, sans les ailes, et ils sont déjà capables de chasser. Certains petits malins feront leurs armes directement sur leurs frères et sœurs innocents qui sortent après eux. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, apparemment. Sur les centaines de petits, quelques-uns seulement survivront assez longtemps pour atteindre le stade adulte environ 2 mois plus tard, en juillet-août. En effet, leurs prédateurs sont nombreux. Araignées, oiseaux, reptiles s'en régalent à tous les stades, même adultes. Et même dans l'oothèque, les jeunes ne sont pas à l'abri d'être mangés, parce qu'une petite guêpe aux cuisses tout à fait impressionnante peut y pondre ses œufs, qui une fois éclos donneront des larves qui dévoreront les embryons de menthe. Manger ou être mangé, voilà le credo des menthes religieuses. Et c'est aussi une bonne raison d'être en perpétuelle position de prière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et un merci tout particulier à vous qui aidez au financement de cette chaîne via Tipeee, vous faites une énorme différence. D'ailleurs, c'est les tipeuses et tipeurs de la chaîne qui ont voté pour le nouveau nom de cette série, qui fait plus que 4 minutes comme vous l'aurez remarqué. Je vous en dis plus dans les commentaires pendant que vous procédez au délibéré pour la menthe religieuse. La parole est à vous, bisous!